Mon oncle riche m'a recueilli quand mes parents m'ont abandonné à 13 ans. 15 ans plus tard, ils sont venus à la lecture de son testament, attendant des millions d'euros. Ils étaient avides, ils étaient sûrs d'eux. Mais ils n'étaient pas préparés à la seule phrase que le notaire allait lire. Une phrase qui a fait que chaque tête dans la pièce s'est tournée vers moi avec horreur. Une phrase qui a changé ma vie pour toujours. Mais pour comprendre cette phrase, pour comprendre cette justice, vous devez revenir avec moi. 15 ans en arrière. Au jour de mon 13e anniversaire. Le jour où tout s'est brisé. Cette histoire est folle, je sais. C'est une histoire de trahison, de finances familiales, et de la différence entre le sang et la loyauté. Avant de plonger dans les détails, dites-moi de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez. Quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir jusqu'où mon histoire voyage, et voir à quel point ces drames familiaux sont universels. Laissez un commentaire ci-dessous. Je m'appelle Clotilde. Et ma vie s'est brisée en deux. Il y a eu l'avant, et l'après. L'avant, c'était une enfance floue dans une petite maison de banlieue près d'Orléans, où j'essayais de ne pas faire de vagues. L'après a commencé le matin de mon 13e anniversaire. Je me souviens de m'être réveillée avec cette petite boule d'excitation au ventre. 13 ans. C'était un cap, j'allais enfin entrer au collège, j'allais devenir une ado. J'imaginais un gâteau, peut-être un petit cadeau. Je suis descendue, pieds nus sur le lino froid de la cuisine. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Pas de « joyeux anniversaire ». Pas de parents dans la cuisine. Pas l'odeur du café. Juste le silence. Et le froid. Sur le réfrigérateur, il y avait un de ces post-it jaunes. L'écriture ronde de ma mère, Odile. Je m'en souviens comme si je l'avais sous les yeux. Reste chez une amie. On revient dans une semaine. On t'aime. On t'aime. 3 mots. Si facile à écrire. Si difficile à croire. Il n'y avait pas mon nom. Il n'y avait pas de plan. Juste cette écriture en boucle, comme un haussement d'épaule. Reste chez une amie. Quelle amie? Il n'avait prévenu personne. Mon cœur s'est serré. J'ai attrapé mon téléphone, pensant à une blague. J'ai ouvert Instagram. La première photo m'a frappé au visage. Ma sœur aînée, Soline, l'étudiante parfaite, celle qui avait toujours 18/20, posant à l'aéroport d'Orly avec une valise rose. Légende, direction la Martinique. Quelques minutes plus tard, ma petite sœur, Léonie, la princesse de la famille, celle qui avait des cours de poney, a ajouté une série d'émojis palmiers. Ils étaient partis. Sans moi. Le jour de mon anniversaire. Je me suis assise sur le porche, mon sac à dos encore sur les genoux, parce que je pensais que c'était une erreur. Une blague cruelle. Que quelqu'un allait arriver. Une tante. Un voisin. Un miracle. J'ai attendu. J'ai regardé la voiture du facteur passer. J'ai regardé les enfants du voisin jouer dans leur jardin. Personne n'est venu. Les lampadaires se sont allumés, leur lueur orange se déversant sur le trottoir. Un chien a aboyé, comme si j'étais une intruse sur mes propres marches. Je suis rentrée. L'air de la maison était lourd. J'ai sorti un croque-monsieur congelé du congélateur. Le micro-ondes bourdonnait, et j'ai fait semblant que c'était une conversation. J'ai mangé debout, dans la cuisine vide. C'était fade. Du carton chaud. Je n'avais même pas faim. Le premier jour, je me suis dit que c'était une erreur logistique. Le deuxième jour, j'ai commencé à me dire qu'il m'avait oublié. Le troisième jour, une pensée horrible, froide et visqueuse, s'est installée. Et s'il ne m'avait pas oublié du tout? Et si c'était intentionnel? J'ai toujours été l'enfant du milieu. La tampon. Soline avait les trophées et les félicitations du conseil de classe. Léonie avait les spectacles de danse, les robes à froufrou et les fêtes d'anniversaire à thème. Et moi? J'étais Clotilde. La raisonnable. La responsable. La mature pour son âge. Ce qui, en langage adulte, signifie l'invisible. J'étais le miroir de ma mère. La version d'elle-même qu'elle n'aimait pas, normale. Ordinaire. Sans éclat.
Soline et Léonie étaient ses trophées, ses réussites, la preuve qu'elle n'était pas juste une femme au foyer d'Orléans. J'étais son échec silencieux. Et ce matin-là, elle avait décidé de jeter ce miroir. 6 jours ont passé. 6 jours à manger des céréales sans lait et à prétendre que la maison n'était pas vide. 6 jours à regarder mon téléphone, attendant un appel qui n'est jamais venu. J'avais honte. Une honte si profonde qu'elle me brûlait la gorge. J'avais honte d'exister. Et puis, le 6e jour, alors que je revenais de la bibliothèque, traînant les pieds, une voiture noire s'est arrêtée. Une Peugeot 508. Ce n'étaient pas mes parents. C'était l'homme que ma mère détestait le plus au monde, son frère, mon oncle Martial. Mon oncle Martial était une ombre dans ma vie. L'opposé de ma mère. Elle était douceur feinte et manipulation. Il était acier froid et honnêteté brutale. Ingénieur à succès à Lyon, il vivait seul et ne venait jamais aux fêtes de famille. Ma mère disait qu'il était arrogant, nous méprisait. La vérité, c'est qu'il la méprisait, elle. Il détestait sa superficialité, sa façon de courir après l'argent de mon père. Il est sorti de la voiture. Grand, en costume sombre même un samedi. Il avait l'air fatigué. Il m'a regardé, moi, la gamine de 13 ans en jean sale, assise sur le trottoir avec une pile de livres. Son visage n'exprimait pas la pitié. Il exprimait l'agacement. Clotilde. Qu'est-ce que tu fais là? Sa voix était grave, presque un grognement. Je rentre de la bibliothèque. Où est Odile? Il n'appelait jamais ma mère, maman. C'était toujours Odile. Le mot est sorti comme un petit couinement. Martinique. Il a fermé les yeux une seconde. Juste une seconde. J'ai vu sa mâchoire se contracter. Puis il a sorti son téléphone. Je ne sais pas qui il a appelé. Peut-être un voisin. Peut-être avait-il un pressentiment. J'ai appris plus tard qu'il était en voyage d'affaires à Paris, et sur le chemin du retour vers Lyon, il avait décidé de faire un détour par Orléans. Un détour de 100 kilomètres. Un pressentiment, avait-il grogné. Il a raccroché. Il n'a pas crié. Il n'a pas posé de questions. Il a juste dit, prends tes affaires. Quelles affaires? Un sac. Pour la nuit. Je suis rentrée dans la maison silencieuse. J'ai attrapé mon sac d'école. J'ai jeté dedans ma brosse à dents, un t-shirt propre et le livre que je lisais. Quand je suis ressortie, il m'attendait, les bras croisés, appuyé contre sa voiture. L'odeur de l'intérieur de la voiture était incroyable. Du cuir, et quelque chose de propre, pas un désodorisant bon marché. Il n'a pas dit un mot avant que nous soyons sur l'autoroute à 71. Le silence était assourdissant. J'avais peur. J'avais peur de cet homme que je connaissais à peine. Je n'étais pas sauvée. J'étais juste déplacée. J'étais passée d'une cage vide à une cage inconnue. Est-ce qu'il m'emmenait à la police? Dans un orphelinat? Il s'est arrêté au premier relais routier. Tu as faim? J'ai hoché la tête. Je mourais de faim. Nous nous sommes assis dans un de ces box en vinyle rouge. L'endroit sentait la frite et le café brûlé. Il m'a commandé un steak frites et un coca. Il a pris un café noir. Il m'a regardé manger comme si j'étais un animal sauvage. J'ai mangé si vite que j'ai failli m'étouffer. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais faim. C'était le premier vrai repas chaud en 6 jours. Depuis quand ils sont partis? 6 jours. Et tu as mangé quoi? Des céréales. Des croque-monsieur. Il y avait des restes de pâtes. Il a serré la mâchoire si fort que j'ai cru qu'il allait casser ses dents. Il n'a rien dit sur ma mère. Il a juste payé l'addition et nous sommes repartis. Le reste du trajet vers Lyon s'est fait en silence. J'étais épuisée. Je me suis endormie contre la vitre froide. Je me suis réveillée quand la voiture s'est arrêtée. Nous étions à Lyon. Dans le quartier de la Croix-Rousse. Son appartement était à l'opposé de notre maison. Notre maison était en désordre, pleine de bibelots inutiles et de photos de Soline et Léonie. Son appartement était minimaliste, propre, presque stérile. Les murs étaient blancs. Les meubles étaient modernes et froids.
Il y avait des plans d'architecte sur la table à manger. Il m'a montré le canapé du salon. Un canapé en cuir noir. Tu dors ici. Il y a des draps dans l'armoire là-bas. Il a disparu dans son bureau. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais perché sur le bord du canapé, terrifié à l'idée de le salir, terrifié à l'idée de faire du bruit. Je ne savais pas que le lendemain matin, la vraie bataille commencerait. Et ce n'était pas une bataille pour de la nourriture. C'était une bataille juridique. Le lendemain matin, Martial était debout à 6 heures. Il portait déjà un costume. Il m'a réveillé en posant une tasse de chocolat chaud sur la table basse. Debout. On a des choses à faire. La première chose fut de m'inscrire au collège le plus proche. Nous sommes allés au collège Jean Moulin. La directrice, une femme à l'air sévère, nous a reçus. Il me faut les papiers de la mère. Et une autorisation de sa part. Martial a sorti son téléphone. Il est allé dans le couloir. Je l'ai entendu. Sa voix était basse, contrôlée, mais pleine d'une fureur froide. Odile. C'est Martial. J'ai ta fille. Pause. Il écoutait. Non, je m'en fiche de tes vacances en Martinique. Tu m'envoies les papiers pour l'inscrire à l'école. Maintenant. Je l'ai entendu crier de l'autre côté du combiné, même à travers le mur. J'ai entendu des mots comme « kidnapping », « comment oses-tu » Puis Martial a dit « Si je n'ai pas les papiers dans 1 heure, j'appelle l'aide sociale à l'enfance et je leur parle d'abandon de mineurs. » C'est clair ? Il a raccroché. Il est revenu dans le bureau. Elle va les envoyer. Mais Odile n'allait pas se laisser faire. Elle n'a pas envoyé les papiers. À la place, elle a appelé l'école. 2 jours plus tard, Martial a reçu un appel. L'école. Ils avaient reçu un fax d'Odile, depuis la Martinique. Et un appel téléphonique. La directrice nous a convoqués à nouveau. Cette fois, son regard était glacial. Monsieur, dit-elle à Martial, j'ai parlé à madame, la mère de Clotilde. Elle m'informe que Clotilde est une enfant. À problème, point. J'ai arrêté de respirer. Elle dit qu'elle a des tendances fugueuses, continua la directrice, en me regardant à peine, et qu'elle a fugué de la maison. Elle dit aussi, continua-t-elle, que vous, son frère, avez une mauvaise influence et que vous l'avez essentiellement kidnappée pour la monter contre sa propre mère. Elle dit que vous la retenez contre son gré. Le piège s'était refermé. Ma mère ne voulait pas de moi, mais elle ne supportait pas que quelqu'un d'autre me veuille. C'était sa fierté. L'école, conclut la directrice, ne peut pas l'accepter sans une ordonnance du juge. Et honnêtement, nous allons devoir signaler cette situation à l'aide sociale à l'enfance, à ce point. Je m'attendais à ce que Martial explose. Qu'il me crie dessus. Qu'il me ramène à Orléans. Au lieu de cela, il est devenu blanc de rage. Il s'est levé lentement. Il a boutonné sa veste. Merci, madame. Vous avez fait votre travail. Maintenant, je vais faire le mien. Ce n'était plus à propos de moi. Ce n'était même plus à propos de l'école. C'était à propos de la haine vieille de 20 ans entre lui et sa sœur. Il a engagé un avocat le jour même. Une avocate en droit de la famille, Maître Bianchi. Pendant ce temps, je vivais dans la terreur. J'étais la cause de tout ça. J'étais un fardeau. J'étais un problème légal. J'ai commencé à me faire la plus petite possible. Je restais dans ma chambre, il m'avait déplacé du canapé à la petite chambre d'amis. J'ai recommencé à cacher de la nourriture. Des biscuits, des restes de pain. Je ne voulais pas qu'il pense que je lui coûtais cher. Une nuit, vers minuit, je me suis glissée dans la cuisine. J'avais faim, mais j'avais surtout peur. Je mangeais des céréales sèches, à la main, directement dans la boîte, dans le noir. La lumière s'est allumée. Qu'est-ce que tu fais ? Martial était sur le pas de la porte. Il portait un peignoir. Je me suis figée, la bouche pleine de choc à pic. J'avais faim. Il a soupiré. Un long soupir. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air fatigué. Clotilde. Nouvelle règle.
Il a ouvert le frigo. La lumière m'a aveuglé. S'il y a de la nourriture dans ce frigo, elle appartient aux gens de cette maison. Y compris toi. Il a sorti une bouteille de lait. Arrête d'agir comme une mendiante. Il a sorti un bol, y a mis les céréales, a ajouté le lait et me l'a tendu. C'est à ce moment-là que ma mère a menti, disant que j'étais instable et que mon oncle m'avait kidnappé. Elle essayait de me récupérer, non pas par amour, mais par fierté. Si vous aviez été à la place de mon oncle, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous abandonné face à ces mensonges? Dites-le moi dans les commentaires. Mes parents, réalisant, grâce à Maître Bianchi, qu'ils allaient faire face à une enquête pour abandon d'enfants s'ils continuaient, ont finalement cédé. De la Martinique, ils ont signé une délégation d'autorité parentale temporaire à Martial. Ils ne m'ont jamais appelé. Pas une seule fois. Le silence était leur véritable signature. La délégation d'autorité parentale est devenue permanente quelques mois plus tard. Mes parents sont rentrés de Martinique et ont continué leur vie à Orléans avec Soline et Léonie, comme si je n'avais jamais existé. Pour leur entourage, ils ont dit que j'étais dans un pensionnat spécialisé, en Suisse. C'était plus chic que de dire « abandonné ». Un autre mensonge pour cacher leur honte. La vie avec Martial n'était pas facile. C'était une vie de règles. Il ne m'a jamais consolée. Il ne m'a jamais prise dans ses bras. Il ne m'a jamais demandé « comment ça va ?» Il m'a « entretenue ». C'est le mot qu'il utilisait. On va faire l'entretien, disait-il. L'entretien, c'était un rendez-vous chez l'ophtalmo. J'avais besoin de lunettes depuis des années, ma mère disait que ça coûtait trop cher. Martial a payé sans ciller. L'entretien, c'était le dentiste. J'avais 2 caries. L'entretien, c'était de nouveaux vêtements. Il m'a emmené dans un vrai magasin. Pas un hypermarché. Prends ce dont tu as besoin. Jeans. Pull. Sous-vêtements. Et jette-moi ces baskets. J'étais terrifiée. J'ai choisi 3 t-shirts et 2 jeans. Les moins chers. Il m'a regardé avec exaspération. Je n'ai pas toute la journée. Il a attrapé lui-même 3 autres pulls, un manteau d'hiver correct et 2 paires de chaussures. J'ai cru que j'allais m'évanouir en voyant le prix. Quand nous sommes rentrés, j'ai soigneusement plié les vêtements et j'ai gardé les étiquettes de prix dans une boîte, sous mon lit. Je pensais qu'un jour, il voudrait que je les rende. Que je lui rembourse. Il a trouvé la boîte en faisant le ménage, il était maniaque. Pourquoi tu gardes ça? Au cas où. Au cas où je devrais les rendre. Il m'a regardé avec cette expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. C'était plus triste que de la colère. Clotilde. Les choses sont faites pour servir. Pas pour être craintes. Mais ses vêtements. Il a pris la boîte et a jeté les étiquettes. Il m'a inscrite au collège. J'étais la nièce de l'ingénieur Martial. J'étais terrifiée. J'étais la nouvelle, celle qui n'avait pas les bons codes. Mais j'étais aussi en colère. Une colère froide, silencieuse, que je ne savais pas comment exprimer. Martial l'a vu. Un soir, il m'a regardé faire mes devoirs, affalé sur la table. Tu te tiens comme un point d'interrogation. Redresse-toi. Je l'ai ignoré. Redresse-toi, a-t-il répété. Le lendemain, il m'a inscrite au club de débat du collège. Je ne veux pas faire ça. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Tu y vas. Je détestais ça. Je détestais parler en public. Ma voix tremblait. Je bégayais. Les autres enfants se moquaient de moi. Je suis rentrée en pleurant, pour la première fois devant lui. Je n'y retourne pas. Si. Tu y retournes. Il n'a pas levé la voix. Tu vas apprendre à utiliser ta voix. Tu vas apprendre à ne pas avoir peur d'eux. Et tu vas te tenir droite. J'y suis retournée. Semaine après semaine. J'ai appris à respirer. J'ai appris à structurer un argument. J'ai appris à regarder les gens dans les yeux. J'ai appris à transformer ma colère en logique. Un jour, 3 mois plus tard, j'ai gagné un débat. C'était un petit débat local. Mais je l'avais gagné. Je suis rentrée, m'attendant à des félicitations. Martial était dans son bureau,
penché sur des plans. J'ai gagné. Il a levé les yeux de ses plans. Il a hoché la tête. Bien. J'étais déçu. C'est tout? C'est ce que tu étais censé faire. Il m'a regardé de haut en bas. Ta posture est toujours terrible, par contre. Tiens-toi droite. J'étais furieuse. Mais en me regardant dans le miroir ce soir-là, j'ai redressé les épaules. Il ne me construisait pas avec des câlins. Il me construisait avec de l'acier. Il m'a appris à avoir une voix. Il m'a appris que j'avais le droit d'occuper de l'espace. Mais j'avais 15 ans maintenant. J'étais une adolescente. Et j'apprenais aussi à tester ses limites, pour voir si cet acier plierait, ou s'il casserait. À 15 ans, j'avais enfin des amis. De vrais amis. Des gens du club de débat. Des gens qui ne connaissaient pas mon passé, qui me voyaient juste comme Clotilde, la fille un peu trop sérieuse qui pouvait démolir n'importe qui sur le thème de la politique énergétique. Et avec les amis, vient la curiosité. Et la rébellion. Je voulais savoir. Je devais savoir. Est-ce que Martial tenait vraiment à moi? Ou est-ce que j'étais juste son projet? Son devoir de charité? Son bras d'honneur à ma mère? Est-ce que sa loyauté avait une limite? Alors, j'ai fait un test. Un samedi soir. Mes amis avaient une petite fête. Pas une grosse fête. Juste des pizzas et de la musique chez l'un d'eux. Je rentre à 22h, avait-je dit à Martial. Il avait juste hoché la tête, sans lever les yeux de son journal. 22h est arrivé. J'étais chez mon ami. Tu dois rentrer, m'a-t-elle demandé. Non, ai-je répondu. Pas tout de suite. 23h, mon téléphone a vibré. Pas de message. Pas d'appel. 23h30, je commençais à être nerveuse. Et s'il s'en fichait vraiment? Minuit. Je suis rentrée. J'ai fait le moins de bruit possible. J'ai ouvert la porte d'entrée. Mon cœur battait à tout rompre. J'étais prête pour les cris. J'étais prête pour la fureur, le genre de fureur explosive que ma mère réservait à mon père. La lumière de la cuisine était allumée. Martial était assis à la table, lisant un dossier. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entrée. Je me suis arrêtée sur le seuil. Mon souffle était court. Je suis rentrée. Il a tourné une page. Je vois. Le silence. C'était pire que des cris. C'était terrifiant. Tu ne dis rien, ai-je lâché, ma voix plus aiguë que prévu. Il a enfin levé les yeux. Son regard n'était pas en colère. Il était, las. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Clotilde? Que tu m'as déçue? Tu le sais déjà. Que tu m'as inquiétée? C'est évident. Il s'est levé. Il est allé au frigo. Il en a sorti une assiette couverte de film alimentaire. Un sandwich. Il me l'a tendu. Mange. Tu dois avoir faim. J'étais décontenancée. C'est tout? Tu ne vas pas me punir? Te punir? Il a presque souri. Pourquoi? Tu t'es punie toute seule. Tu as passé la soirée à regarder ton téléphone, à te demander si j'allais appeler. Tu as gâché ta propre fête. La punition est déjà faite. Il a fait une pause. Heureux que tu sois en vie, a-t-il dit, sa voix plus douce. La prochaine fois, envoie un message. Sinon, je vais penser que tu es dans un fossé et je devrais aller acheter une pelle. Il est reparti se coucher. J'ai mangé le sandwich. C'était le meilleur sandwich de ma vie. Et j'ai pleuré. J'avais testé la limite. La limite n'avait pas cédé. Elle était juste là, solide, comme un mur. C'était ça, la sécurité. Pas des cris. Pas du drame. Juste un sandwich à minuit et la promesse d'une pelle. L'année suivante, j'ai voulu un nouveau téléphone. Cool, a dit Martial. Combien tu as économisé? Rien. Alors tu vas devoir travailler. Il ne m'a pas trouvé un travail. Il m'a donné les petites annonces. Débrouille-toi. Je l'ai détesté pour ça. Mais je me suis débrouillée. Je suis allée dans toutes les boulangeries du quartier.
J'ai trouvé un travail le week-end, à la boulangerie du parc. C'était dur. Je me levais à 5 heures du matin le samedi. Je sentais la farine et la sueur. Mon premier chèque de paie. 400 €. J'étais si fière. Je l'ai montré à Martial. Il ne l'a pas pris. Il m'a emmené à la banque. Nouvelle règle. Règle numéro 2. Il m'a fait ouvrir un compte. Un livret à 200 € vont ici, dit-il en montrant le livret à « Tu ne touches jamais à ça. C'est pour ton avenir. » Les 200 autres €, il m'a souri, un vrai sourire rare, tu peux acheter toutes les bêtises que tu veux. C'était ma première leçon de finance. Ce n'était pas la dernière. J'avais 17 ans. L'université se profilait. Martial m'a fait une promesse, je t'aiderai à payer les frais, mais je ne ferai pas le travail à ta place. Je ne savais pas à quel point il était sérieux. L'année suivante allait être la plus difficile de ma vie. Je ne savais pas que l'université allait être une autre forme de bataille. Le travail a commencé. Martial m'a assise devant son ordinateur. Tu veux aller à l'université? Bien. Tu vas payer pour. Mais tu as dit que tu m'aiderais. Je t'aide. Je t'apprends à te battre. L'indépendance financière, Clotilde. C'est la seule vraie indépendance. Pendant 6 mois, ma vie a été un enfer de formulaires. Bourse sur critères sociaux. Aide au mérite. Dossier de fondation privée. J'ai écrit des essais jusqu'à 3 heures du matin. J'ai traqué chaque centime d'aide possible. Martial, lui, lisait par-dessus mon épaule, pointant les erreurs de grammaire. Personne ne donne d'argent à quelqu'un qui ne sait pas accorder un participe passé. J'ai été accepté. Université de Grenoble. Génie civil. Comme lui. J'avais obtenu une bourse d'excellence et la bourse sur critères sociaux maximales. Martial n'aurait presque rien à payer. Quand j'ai reçu la lettre, je l'ai posée sur son bureau. Il l'a lue. Il a levé les yeux. Bien. Tu n'as pas gâché mon temps. C'était le plus grand compliment que j'avais jamais reçu de sa part. Le jour de la rentrée, il m'a conduite. Le trajet de Lyon à Grenoble a pris 1h30. Le campus était plein de parents émus, prenant des photos, déchargeant des coffres pleins à craquer. Martial a porté ma valise la plus lourde jusqu'à ma chambre de cité U. La chambre était minuscule, grise, avec une odeur de désinfectant. C'est ici que ça commence, a-t-il dit. Merci, ai-je murmuré. Pour tout. Il a juste hoché la tête. Au moment de partir, il m'a donné une enveloppe. Pas d'argent. Juste un mot, écrit sur un de ses papiers à en-tête. Tu l'as mérité. Ne gâche pas tout. J'ai gardé ce mot. Je l'ai scotché au-dessus de mon bureau. La fac, c'était la liberté. Et c'était terrifiant. J'ai travaillé dur. J'ai maintenu ma bourse. Et j'ai rencontré Baptiste. Il était en école de commerce. Il était gentil. Normal. Il ne posait pas de questions sur ma famille. Il s'en fichait. Il m'aimait bien, moi, la fille intense qui passait ses soirées à la bibliothèque. La vie semblait simple. Et puis, Héloïse est entrée en scène. Héloïse était l'ex de Baptiste. La fille d'un riche industriel de Grenoble. Le genre de fille qui n'a jamais eu à remplir un formulaire de bourse de sa vie. Le genre de fille qui ressemble à ma sœur Soline, mais avec plus d'argent. Elle me détestait. Elle me détestait parce que Baptiste m'avait choisi, moi, la boursière. Elle a commencé par des piques. Des commentaires sur mes vêtements. Sur le fait que je ne partais jamais en week-end au ski. Oh, Clotilde, disait-elle avec un sourire mielleux, j'adore ta robe. C'est courageux de porter du vintage. Mes vêtements n'étaient pas vintage. Ils venaient d'Emmaüs. Oh, Clotilde, tu ne viens pas à Megève avec nous? Ah, c'est vrai. J'oublie toujours que tu dois travailler. Je l'ignorais. J'avais affronté Odile. Je pouvais affronter Héloïse. Mais ensuite, le stage de fin d'études est arrivé. Le stage de rêve. Une seule place dans la plus grande boîte d'ingénierie de la région, Schneider Electric.
Une place qui garantissait une embauche. Héloïse ne voulait pas ce stage. Elle était en commerce. Mais elle connaissait quelqu'un qui le voulait. Et elle savait que je le voulais. C'était mon ticket d'or. Ma chance de prouver à Martial que son investissement avait payé. Héloïse a changé de tactique. Elle ne pouvait pas m'attaquer, alors elle a décidé de me saboter d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Elle n'allait pas attaquer mon travail. Elle allait attaquer mon passé. Je ne savais pas que ce n'était qu'un stage. Mais pour Héloïse, c'était une bataille. Et elle n'avait pas l'intention de se battre à la loyale. Elle allait utiliser la seule arme qu'elle pensait avoir contre moi, mes origines. La bataille a commencé sournoisement. Héloïse ne pouvait pas m'attaquer sur mes notes, j'étais première de la promotion. Alors elle a attaqué ma stabilité. Elle a commencé à déjeuner avec le professeur Vasseur, le responsable des stages. Vasseur était un homme de la vieille école, impressionnable par les grands noms de Grenoble. Héloïse, bien sûr, était la fille d'un grand nom. Elle a, accidentellement, laissé échapper des informations. Oh, cette pauvre Clotilde. Elle est si brillante, mais elle a tellement de bagages. Vous saviez qu'elle avait été abandonnée? Sa famille est très dysfonctionnelle. Parfois, je m'inquiète pour sa stabilité. Une semaine avant la décision finale, le professeur Vasseur m'a convoqué. Clotilde, asseyez-vous. J'ai quelques inquiétudes. Mon cœur s'est glacé. Vos notes sont exceptionnelles. Vraiment. Mais ce stage chez Schneider, c'est un poste à haute pression. Ils recherchent des leaders. Des gens qui ont les épaules solides. Une grande résilience. Une grande stabilité émotionnelle. Je savais où il voulait en venir. Il m'est revenu, continua-t-il, en évitant mon regard, que vous veniez d'un milieu familial très compliqué. Très instable. Que vous avez été retiré de la garde de vos parents. Les mots d'Odile. Les mots de la directrice du collège. Ils étaient revenus, 7 ans plus tard, de la bouche d'Héloïse. L'ancienne Clotilde, celle de 13 ans, voulait pleurer. Elle voulait s'excuser d'exister. Elle voulait disparaître sous la moquette du bureau. Mais la Clotilde de 20 ans, la Clotilde entraînée par Martial, la Clotilde du club de débat, a pris une profonde inspiration. J'ai regardé le professeur Vasseur droit dans les yeux. Et j'ai redressé ma posture. Professeur, ai-je dit, ma voix parfaitement calme, est-ce que vous évaluez ma candidature, ou celle d'Héloïse? Il a été surpris. Je ne vois pas le rapport. Le rapport, c'est que mes notes sont ici. J'ai tapoté mon dossier sur son bureau. Mon assiduité est ici. Mon travail est ici. Je me suis levé. Vous avez raison. Je viens d'un milieu instable. Et le fait que je sois ici aujourd'hui, première de ma promotion, malgré ce milieu, devrait être la seule preuve dont vous avez besoin quant à ma stabilité. Point. Je suis allé vers la porte. J'ai posé ma main sur la poignée. Je pense que ce stage demande quelqu'un qui sait gérer les problèmes. Pas quelqu'un qui les crée en répandant des rumeurs. Bonne journée, professeur. Je suis sorti. J'ai marché jusqu'aux toilettes. J'ai vomi. Puis j'ai tremblé pendant 1 heure. J'ai eu le stage. Quand j'ai raconté ça à Baptiste, il est devenu blême. Il n'a rien dit. Le lendemain, il a rompu publiquement avec Héloïse, lui disant devant toute la cafétéria qu'il ne voulait plus jamais parler à quelqu'un d'aussi toxique et méprisable. J'avais gagné. Sur tous les fronts. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. J'ai été embauché par Schneider. J'ai pris un petit appartement à Lyon, pour être près de Martial. La vie, pour la première fois, était stable. Mais c'est toujours au moment où l'on se sent stable que le sol se met à trembler. Et je n'avais pas remarqué. Je n'avais pas remarqué que l'architecte de ma vie, mon oncle Martial, s'effaçait doucement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Les dîners du vendredi. C'était notre rituel. Depuis mon retour à Lyon, nous n'en manquions jamais un.
C'était l'encre de ma semaine. Il me posait des questions sur mon travail, sur les « imbéciles » de mon bureau. Je lui parlais de mes projets. Il se contentait de grogner et de dire « pas mal ». Mais j'ai commencé à remarquer les changements. Des changements subtils. D'abord, il a annulé. Trop de travail, a-t-il grogné au téléphone. Martial n'annulait jamais pour trop de travail. Puis, c'était sa fatigue. Il s'endormait dans son fauteuil après le dîner. Lui qui lisait des rapports jusqu'à minuit. Et puis, il y a eu les pilules. Une nouvelle boîte, discrètement posée sur le comptoir de sa cuisine, à côté de la machine à café. C'est quoi, ça, ai-je demandé. Vitamines, a-t-il menti. Depuis quand tu prends des vitamines? Depuis que ma nièce pose trop de questions. Mange. J'ai fait semblant de le croire. Nous avons fait semblant, tous les deux. Et puis, un mardi après-midi, l'appel. Son assistante, Grace. Sa voix tremblait. Clotilde. C'est Martial. Il s'est effondré en réunion. L'hôpital Édouard Herriot. Le trajet en taxi était un flou. Les couloirs blancs. L'odeur d'antiseptique. Il était là. Dans ce lit. Il avait l'air si petit. Si frêle, perdu dans les draps blancs. Lui, mon oncle de fer. Il m'a vu. Il a eu un faible sourire. La nourriture ici est infâme. Ne tombe jamais malade. Arrête, ai-je dit, ma voix se brisant. Tu m'as fait peur. Arrêter quoi? De dire la vérité? Nous sommes restés silencieux. Je suis fier de toi, gamine, a-t-il murmuré. J'ai secoué la tête, les larmes coulant enfin. Il a attrapé ma main. Sa poigne, autrefois si forte, était faible. Tu n'es pas la pièce de rechange, Clotilde. Tu ne l'as jamais été. Tu étais le premier choix. Le seul. Il s'est rétabli. Assez pour rentrer chez lui. Mais il était différent. Plus lent. Plus transparent. Il a pris sa retraite anticipée. Il passait ses journées à lire. Ce Noël-là fut le dernier. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux brillaient. J'ai quelque chose pour toi. Ce n'était pas une grande boîte. C'était un objet familier. Le journal en cuir. Celui qu'il m'avait offert pour mes 14 ans, après ma première victoire au club de débat. Je l'avais rempli de mes angoisses d'adolescente et je l'avais oublié. Ouvre-le, a-t-il dit. Je l'ai ouvert. Les premières pages étaient mon écriture enfantine. Mais ensuite, l'écriture a changé. C'était la sienne. Nette, angulaire. Pendant 15 ans, après que je l'ai abandonné, il avait continué à écrire dedans. Il y avait des notes sur mes bulletins scolaires. Pas mal. Peut mieux faire en maths. Il y avait des commentaires sur mes débats. Bon argument. Posture toujours terrible. Il y avait des réflexions sur mes choix de petits amis. Celui-là est un imbécile. Le suivant. Il y avait une note sur Baptiste. Ce Baptiste. Il a l'air correct. Ne le laisse pas filer. J'ai tourné les pages, ma vie vue à travers ses yeux. Des pages et des pages de ses pensées. Et puis, la dernière page. Écrite récemment. Sa main tremblait. Clotilde. S'ils essaient un jour de t'effacer à nouveau. S'ils reviennent, souviens-toi de ceci. Tu as déjà écrit ton propre chapitre. Ne les laisse pas le réécrire. Je l'ai serré dans mes bras. J'ai pleuré contre son épaule. Cette fois, il ne m'a pas repoussé. Il a même tapoté, maladroitement, mon dos. Si vous avez un Martial dans votre vie, quelqu'un qui vous a soutenu sans attendre de remerciements, ne faites pas comme moi. Dites-leur ce qu'il représente pour vous. Je pensais avoir plus de temps. Je me trompais. 3 mois plus tard, à 5 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était Maître Alperne, son notaire. La voix était douce. Clotilde. Je suis désolée. Martial est parti cette nuit. Dans son sommeil. Le monde s'est arrêté de tourner. J'étais anesthésiée. Le deuil est une chose étrange.
Ce n'est pas une vague, c'est un vide. Un silence là où il y avait une voix. J'ai appelé Baptiste. J'ai appelé Grace, l'assistante de Martial. J'ai commencé les arrangements. C'est le mot qu'on utilise. Arrangement. Comme si on organisait une fête. C'est froid. Clinique. Je devais organiser l'enterrement. Moi. La gamine de 13 ans qui mangeait des céréales sèches. J'étais maintenant la femme de 28 ans qui choisissait un cercueil. Qui choisissait entre les roses blanches ou les lys. J'ai choisi les roses, ils détestaient les lys. Et puis, ils sont arrivés. J'étais au salon funéraire, en train de finaliser les détails de la musique, du classique, pas de chanson triste, quand la porte s'est ouverte. D'abord, Odile. Ma mère. En manteau de fourrure noire, même en mars. Des lunettes de soleil de créateur cachant ses yeux. Ensuite, mon père. Effacé, comme toujours, la suivant comme une ombre. Puis Soline et Léonie. Elles ressemblaient à des stars de télé-réalité en deuil. Maquillage parfait, larmes de crocodile prêtes à couler. Il ne m'avait pas appelé depuis 15 ans. Pas un SMS d'anniversaire. Pas un mot. Clotilde. Ma mère a ouvert les bras, ses lunettes de soleil toujours en place. Ma chérie. Quel drame. Perdre mon cher frère. Je ne l'ai pas prise dans ses bras. Je suis restée immobile. Elle a baissé les bras, mal à l'aise. Tu as bien changé. Tu es devenue une femme. 15 ans, ça fait ça, ai-je répondu, ma voix plate. Soline, l'aînée, n'a pas perdu de temps. Elle regardait autour d'elle avec un air critique. C'est sobre. Martial aurait sûrement préféré quelque chose de plus grand. Il détestait les grandes réceptions, ai-je dit froidement. Léonie, la cadette, a sorti son téléphone. Oh mon Dieu, il faut que je prévienne tout le monde. La famille est dévastée. Elle a pris un selfie. Un selfie. À un enterrement. La famille, ai-je répété. C'est là que j'ai compris. Il n'était pas là pour pleurer Martial. Il ne le connaissait pas. Il ne lui avait pas parlé depuis 20 ans. Ils étaient là pour l'héritage. Ils étaient là pour l'appartement de la Croix-Rousse. Ils étaient là pour l'argent de l'ingénieur. L'enterrement fut surréaliste. Ils étaient au premier rang. Odile pleurait bruyamment. Soline et Léonie prenaient des photos, discrètes, de la cérémonie. Après, au petit rassemblement, ils ont commencé leur manège. Odile, me prenant à part, Clotilde, ma chérie, il faut qu'on parle. La famille, c'est tout ce qui reste. J'espère que Martial a été généreux. Soline, plus directe, il faut qu'on s'organise pour l'appartement. J'imagine qu'il vaut une fortune. J'espère qu'il n'a pas trop de dettes. Léonie, tu sais si tonton Martial avait une voiture? J'ai besoin d'une nouvelle. Ils étaient des vautours. Des KNKN picorant un cadavre qui n'était même pas encore froid. Puis les messages ont commencé. Un déluge. Odile, Clotilde chérie, nous devrions dîner. Pour parler de l'avenir. Soline, il faut qu'on parle de l'inventaire des biens. C'est important de faire ça en famille. Ils pensaient que j'étais toujours la fille de 13 ans qu'ils avaient VTB. Ils pensaient que j'étais faible. Ils avaient oublié une chose. Ils m'avaient abandonnée. Mais Martial m'avait élevée. Maître Alperne, le notaire, a appelé. Clotilde. La lecture du testament aura lieu lundi. Je vous préviens, ce sera bruyant. Je sais, ai-je répondu. J'apporterai des bouchons d'oreilles. J'avais le journal en cuir dans mon sac. J'étais prête. J'allais me tenir droite. L'étude du notaire était tendue. Boiserie sombre. Odeur de vieux papier et d'argent. Ma famille était déjà là. Ils étaient arrivés en avance. Ils étaient assis d'un côté de la grande table en acajou. Odile, jouant la matriarche en deuil, en noir de la tête aux pieds. Soline, tapotant sur son téléphone, calculant déjà sa part. Léonie, feuilletant un magazine de mode qu'elle avait trouvé dans la salle d'attente. Mon père, silencieux,
regardant ses chaussures. Je me suis assise en face. Seule. J'ai posé le journal en cuir de Martial sur la table devant moi. Mon armure. Maître Alperne est entré. Il a ajusté ses lunettes. Nous sommes réunis pour la lecture du testament de Monsieur Martial Dubois. Il a commencé par les formalités. Les dons à des œuvres de charité. L'un d'eux était pour le club de débat de mon ancien collège. J'ai souri. Ma famille trépignait d'impatience. Et maintenant, dit Alperne, nous arrivons au patrimoine principal. J'ai ici une lettre que Monsieur Dubois a demandé à ce que je lise à voix haute. Il a ouvert une enveloppe. Il a lu, à ma sœur, Odile, et à ses filles, Soline et Léonie, ainsi qu'à leur père, qui ne se sont souvenus de mon existence qu'en sentant l'odeur de l'argent. Le silence était total. Soline a arrêté de taper sur son téléphone. Je lègue à chacun la somme de 1 euro, 1 euro, point. Il y a eu un bruit. Un hoquet. C'était Odile. 1 euro, a sifflé Soline. C'est une blague? Il est sénile. Je leur lègue 1 euro chacun, continua le notaire, imperturbable, lisant la prose de Martial, pour leur payer le taxi pour rentrer chez eux à Orléans, et pour leur rappeler que c'est la valeur exacte qu'ils ont eue dans ma vie. C'est aussi pour m'assurer qu'ils ne pourront pas contester ce testament pour avoir été oublié, point. Mon oncle. Un ingénieur, même dans la mort. Maintenant, dit Alperne, se tournant vers moi. Au sujet de ma nièce, Clotilde. Toutes les têtes se sont tournées. La haine dans leurs yeux était palpable. À ma nièce, Clotilde. Qui a été abandonnée par ceux qui auraient dû l'aimer, et qui a été trouvée par celui qui a appris à l'aimer. À la fille que je n'ai jamais eue, mais qui est devenue ma fille en tout point, sauf le sang. Je lègue l'intégralité de mon patrimoine. L'appartement, les comptes, les investissements, mes livres, et mon amour. L'explosion. C'est impossible, a hurlé Odile, se levant si vite que sa chaise a basculé. Elle l'a manipulée. C'est une sorcière. Une voleuse. Tu vas partager, a crié Soline. Tu nous dois ça. C'est notre argent de famille. Je vais contester, a hurlé mon père, trouvant enfin sa voix. Je ne les ai pas regardés. J'ai regardé Maître Alperne. Puis, lentement, je me suis levée. J'ai pris le journal en cuir sous mon bras. Je me suis tournée vers eux. Manipulée, ai-je dit, ma voix calme, celle que j'avais apprise au club de débat. Où étiez-vous pendant 15 ans? J'étais là. J'étais là quand il était malade. J'étais là pour ses anniversaires. J'étais là pour organiser son enterrement. Où étiez-vous? J'ai regardé ma mère. Il ne vous a rien laissé. Il vous a laissé exactement ce que vous m'aviez donné il y a 15 ans. Un mot sur un frigo. Rien. J'ai regardé Soline. L'argent de la famille? Cette famille? Vous n'êtes pas ma famille. Comment oses-tu? Non, ai-je dit, coupant sa phrase. Comment osez-vous? C'était fini il y a 15 ans. Sur un post-it jaune. Je me suis retournée et je suis sortie. Je n'ai pas couru. J'ai marché. La tête haute. La posture droite. J'ai marché dans les rues de Lyon. L'air était frais. Je suis rentrée à l'appartement. Mon appartement. Ce soir-là, Baptiste m'a rejointe sur le balcon. Il m'a prise dans ses bras. Il serait fier, a-t-il dit. J'ai regardé les lumières de la ville. J'ai serré le journal contre moi. Martial m'a appris que la famille n'est pas le sang. C'est un choix. Ce sont les gens qui restent. Ce sont les gens qui vous voient, qui vous construisent, et qui vous donnent les outils pour écrire votre propre chapitre. Mon histoire n'est pas une histoire d'héritage. Ce n'est pas une histoire d'argent. C'est l'histoire de trouver sa valeur quand personne d'autre ne la voit. Avez-vous déjà été confronté à une telle trahison familiale? Avez-vous eu un « Martial » dans votre vie? Quelqu'un qui a vu votre valeur quand les autres vous traitaient comme un déchet? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Nous ne sommes pas invisibles. Et nous méritons d'être entendus.